Madame, monsieur, bienvenue sur Africami. Africami, comme vous le savez, signifie en langue yipounou du Gabon, mon Afrique sœur, mon Afrique que j'aime. C'est dans cette Afrique profonde que nous allons vous emmener tout au long de cette édition. En attendant, voici le sommaire. Commémoration de la journée de la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions en France ce 10 mai, suivant l'appel des résistants de la Seconde Guerre mondiale. La styliste, modéliste Angélie Pouta présentera sa nouvelle collection à Port-Gentil en mai 2012. Nous l'avons rencontrée dans son atelier à Ovendo à Libreville au Gabon. Le baobab de la musique gabonaise, Mac Joss nous parle de sa carrière étonnante. Nous avons marché sur ses pas dans la ville de Libreville. Un voyage spirituel dans les rites et traditions du Gabon avec Kombe, tradipraticien à Libreville. Africami, c'est maintenant avec Denise Boukandou Huro. La traite négrière, une histoire sombre et sanglante du continent noir. Pendant des siècles, des hommes, des femmes, des enfants de ce continent ont été entraînés, attachés contre leur gré et emmenés vers des contrées lointaines et ont été mis en esclavage. Le 10 mai, la France consacre cette journée au souvenir de la traite négrière. Des retraités de la Seconde Guerre mondiale s'érigent et voudraient que cette page sombre de l'histoire soit inscrite dans les livres d'histoire de France. That all men are created. Du XVIe au XIXe siècle, des résistants noirs n'ont cessé de mener la lutte contre les déportations et l'esclavage planifiés par le colonialisme. Sur les bateaux négriers, nombreuses furent les révoltes. Fuyant les plantations, les nègres marrons prenaient le maquis et se regroupaient en sociétés solidaires, quilombo, palinques, pour se libérer de la servitude imposée par les colonisateurs. Cette résistance donna naissance à la première république noire du monde, la République d'Haïti, qui joua un rôle majeur dans le processus qui déboucha sur l'abolition par les Européens de la traite négrière et de l'esclavage. Dans l'Europe occupée par les nazis, nous aussi, en tant que résistants, avons organisé des maquis pour lutter contre les déportations et l'esclavage qui sévissait dans les camps. Nous aussi avons lutté contre des méthodes qualifiées par Césaire de procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les colis de l'Inde et les nègres d'Afrique. En ces journées de commémoration organisées autour du 10 mai, date officielle de la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions, nous lançons de Nantes un appel solennel pour qu'un devoir d'histoire trop longtemps occulté soit enfin assumé. Nous, résistants, demandons que les États inscrivent au programme scolaire l'étude de la résistance noire aux déportations et à l'esclavage planifié par le colonialisme, au même titre qu'est enseignée la résistance européenne aux déportations et à l'esclavage planifié par le nazisme. Dans l'Europe occupée par les nazis, nous aussi,
En tant que résistants, avons organisé des maquis pour lutter contre les déportations et l'esclavage qui sévissait dans les camps. Retour au Gabon et zoom sur la styliste modéliste gabonaise Angèle Epouta qui a choisi de revenir dans son pays en 2009. Elle va présenter son deuxième défilé dans la capitale économique du Gabon. Reconnue par ses pairs et rigoureuse dans son travail, un alliage de tissus pagne imprimé, de satin, de voile et de raffia, pour ne citer que cela. Angèle Epouta présentera les 18 et 19 mai prochains à Port-Gentil sa nouvelle collection. Effectivement, j'ai un événement en vue le 18 mai prochain à Port-Gentil. C'est la présentation de ma nouvelle collection. Et dans quel esprit se prépare cet événement? Oh, tranquillement, c'est zen, beaucoup de travail. Vous savez, pour faire un tel événement, surtout une présentation de collection, c'est beaucoup de préparation. Donc, il faut vraiment être très zen, un esprit assez libéré. Donc, il n'y a pas de souci. Nous sommes obligés chaque année. Chaque créateur doit présenter sa nouvelle collection à la population, aux clients, aux potentiels clients. Angèle Epouta affectionne des couleurs vives, écarlates. Elle confectionne ses vêtements dans une simplicité artistique. La styliste, modéliste gabonaise revient dans son pays après avoir séjourné pendant 20 longues années dans l'Hexagone. Je suis arrivée en 2009, donc on dira 3 ans. 3 ans, je vais à ma 4e année. Donc, la dernière collection avait été présentée en 2008 et là j'ai eu le temps de m'installer en fait. Vous avez eu la nostalgie du pays, vous avez juste eu envie de redevenir, vous en avez eu marre d'être la gabonaise de la diaspora ou comment peut-on comprendre ce changement brusque quand on sait qu'en France vous étiez déjà bien établi? Marre de la diaspora, oui. Et la nostalgie du pays également, parce que après 20 ans de France, il fallait bien que je regagne mon pays natal, comme dirait mon fils. Maman, je vais rentrer au pays. Et je crois que j'ai quand même pris 4 ans le temps de m'installer. Ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, je redémarre un peu dans ma collection. Donc, voilà. La grande innovation cette année sera, selon les organisateurs, la délocalisation du défilé. N'est-ce pas, Angèle? La particularité, c'est de le faire à Port-Gentil. Cette année, nous avons décidé, avec l'aide du RANEG, nous comptons délocaliser un peu cet événement pour Port-Gentil. Parce qu'avec les autres créateurs, nous nous sommes dit, pourquoi rester à Libreville? On partira de Libreville pour Port-Gentil et puis pourquoi pas Franceville? Il faut permettre à d'autres provinces de profiter un peu des événements et des créateurs gabonais.
Quelle différence y a-t-il entre un créateur de mode ou un styliste modéliste et un couturier? S'agirait-il d'un copiste ou de travail de reproduction? Ça dépend, hein, parce que quand on parle déjà de couturier en Europe, c'est vraiment celui qui est l'auteur de la marque. Alors qu'en Afrique, le thème couturier, c'est le couturier du quartier, le tailleur du quartier à la limite. Et le modéliste, lui également, il prend le travail du styliste. C'est lui qui monte le vêtement que le styliste a créé. Donc il y a une nuance dans les termes. C'est comme on dira un mécanicien. Un mécanicien, lui, ne fait que appliquer derrière une machine tout ce qui a été fait par le modéliste, le styliste. Il est vraiment il fait que la mécanique, quoi. Il court sans réfléchir tout ce qu'on lui donne. C'est un autodidacte en général qui n'a pas fait des études de mode, qui a appris dans le tas. Donc il y a vraiment une grande nuance dans les différents termes. Faut-il une longue préparation pour mettre sur pied un tel projet? J'ai pas eu besoin de temps, ça s'est décidé en fait l'année dernière, mais il fallait attendre le bon moment. On ne présente pas une collection à n'importe quelle période de l'année. Là, nous avons déjà pris du retard. Pour mai, en principe, pour la présentation d'une collection se fera au plus tard en mars. Parce que particulier? Non, tout simplement parce que le thème en général, c'est vraiment l'Afrique rencontre l'Europe. On est obligé parce que nous vivons en Afrique et nous sommes confrontés par le métissage. Donc en général dans mes collections, qu'est-ce que je fais? Je fais de la haute couture française et j'utilise également le pagne pour agrémenter ou encore de faire le pagne en haute couture. En adaptation. En adaptation et revisiter. Voilà, le milieu naturel. Voilà, donc il est difficile de partir sur un thème. Nous sommes obligés de travailler en fonction de la demande. Donc ma collection est en principe basée sur la demande et sur ce que les femmes gabonaises aimeraient porter. Aimeraient porter, d'accord. Mais avec un œil vers l'Occident. Bien sûr, vers l'Occident, il faut faire le mariage en permanence. Là, ça fait là, par exemple, j'ai cette robe où je mélange quand même de la broderie et le pagne, le perlage, c'est magnifique. Donc, il y a toujours ce petit, regardez par exemple, de la dentelle de Calais qui est sur ce vêtement, c'est ce tissu africain, plus de la soie. Donc, il y a toujours ce petit mélange qui en fait, la soie ne manque jamais. Ne manque jamais. Regardez par exemple là. Wow. Un travail de peinture, un travail de perlage. Donc, tout est fait main. Hein? Tout est fait main. Je prends beaucoup de temps, c'est pour ça que, bon là, cette fois-ci, vraiment, je suis allée vite. Tout est fait main. Même si je me fais aider par mon personnel, mais le final, c'est moi, la dernière touche, c'est moi qui la mets sur les vêtements. Je suis obligée de suivre du début à la fin de ma collection, je suis là. Vous savez qu'il y a toujours, on vous dispute souvent à vous, les stylistes, que ce soit en Europe ou ici, les prix très élevés. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident à comprendre que le travail fait main coûte cher. Mais est-ce que vous adaptez aussi les prix à votre marché? Oui, mais comme vous dites, c'est pas évident de faire comprendre que le travail fait main coûte cher. Mais pourtant, quand ils vont en Europe acheter chez Yves Saint Laurent une robe à 12 000, pour ne pas le citer, bien sûr, chez les couturiers, des robes à 12 000 euros, c'est fait main. Et nous aussi, quand on prend la peine de passer plus de 12 heures sur une tenue, ça coûte cher. L'heure de couture coûte très cher. Donc, nous sommes obligés d'adapter les prix. C'est dommage. Et on perd beaucoup de savoir que quand je passe 2 jours sur une robe, ça me revient à pas grand-chose. Mais est-ce que le fait d'être installé ici au Gabon vous a fait perdre quelque part en valeur économique?
Oui et non. Oui et non, parce que je suis obligée de baisser mes prix en fonction du marché. Et en Europe, le problème que j'avais sur place, on a plusieurs saisons. Donc, j'habillais plus la saison d'été, le printemps-été. Donc, comme c'était du sur-mesure, les gens couraient chez moi à partir du printemps jusqu'à fin d'été parce qu'il y avait des cérémonies. Mais alors qu'en hiver, il fallait être en boutique pour pouvoir vendre. Ouais. Donc c'était quand même le seul handicap. Bon, c'est vrai qu'ici aussi il y a des saisons, la saison forte. Hein, oui, il y a aussi maintenant des cérémonies de mariage traditionnelles par exemple. Oui. Vous êtes très sollicité? Oui, mais c'est toujours par saison. On se retrouve toujours ici. À un moment donné, je pensais que je ne vais pas être trop confrontée au problème des saisons en Afrique, mais nous sommes quand même confrontés au problème des saisons. Quand on commence à septembre, janvier, ça commence à être très calme. Mais dès que mars s'annonce, les mariages, les fêtes, les cérémonies. La basse saison, c'est peut-être la saison de création. Voilà, c'est la saison de création. C'est pour ça qu'il est important de présenter les défilés. On reste sur cette saison pour commencer à créer pour la nouvelle saison, pour la saison d'été, comme on dira. Bon, voilà. La créatrice Angèle Epouta a dû s'associer à d'autres créateurs de mode et institutions pour organiser un événement de cette envergure. C'est coûteux, c'est vrai. Et c'est pour ça on tend un peu la main à toutes les entreprises locales pour nous aider. Sinon, on ne peut pas être à dépenser de l'argent pour préparer la collection et à payer tout ce qu'il y a à payer comme frais pour présenter cet événement. On va se ruiner. Donc c'est vraiment beaucoup de démarches et nous demandons plutôt aux entreprises de nous aider. D'abord, nous avons le parrainage du ministère de la Culture et de l'OPJ. C'est le RANEG qui nous présente, nous, les artisans. Donc le RANEG est un réseau des acteurs non étatiques qui a pour rôle de promouvoir tous ces artisans et créateurs gabonais. Donc ça nous arrange déjà sur le plan administratif parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Donc, le RANEG est le bienvenu aujourd'hui pour nous aider à sortir un peu certains créateurs de leur anonymat aussi, parce que en dehors de moi, nous avons la créatrice Pascal Silhouette également qui m'accompagnera ce soir-là, et l'année prochaine nous aurons pourquoi pas les autres créateurs gabonais qui seront avec nous. Avez-vous pris soin d'inviter la presse nationale et internationale pour couvrir cet événement? Effectivement, nous aurons toute la presse gabonaise et internationale qui sera là. Et nous avons également les médias comme, enfin, nous aurons tout ce qui est Internet, Facebook et tout le bazar. Votre mot de fin, Madame Angèle Epouta? Tout ce que j'ai à dire, c'est de demander à la population de Port-Gentil de s'immobiliser, de venir regarder, de venir nous encourager au cours de cette soirée. Et vraiment, les entreprises qui sont également à Port-Gentil, de ne pas hésiter. C'est une bonne chose pour les jeunes Gabonais qui veulent vendre leurs produits et surtout à l'extérieur du Gabon également. On aura plein d'étrangers qui seront là, qui regarderont. Donc c'est l'occasion pour plusieurs sociétés d'aider un peu ces jeunes-là à émerger. Et sur émerger économiquement parlant, bien sûr, vous avez prévu une séance de vente ou... Oui, effectivement. Position vente. Effectivement, nous avons prévu la première soirée du 18, il y aura un défilé de mode. Et le lendemain, le 19, qui sera un samedi, nous aurons une exposition vente. Donc, à cette occasion, vraiment, on aura plus de 20 stands et la population de Port-Gentil pourra vraiment visiter et acheter. Nous sommes allés sur les traces d'un artiste, musicien, auteur, compositeur gabonais, un des plus grands d'Afrique, Magdios Makai Mamboumba. Ensemble, nous allons remonter le temps et suivre ces traces sur les lieux qui ont vu naître sa passion. C'est bien au bord de l'estuaire, c'est l'IA. C'est là au bord de l'ambassade, c'est l'IA. C'est bien au bord de l'Ogoué, c'est l'IA. C'est bien au bord de l'Angoué, c'est l'IA. C'est bien au bord de la Nyanga, c'est l'IA. C'est bien au bord de l'Idigo,
ça fait vraiment un grand plaisir de travailler avec un baobab comme Papa Magdios. Maintenant, pour m'exprimer ma joie de travailler avec cet homme-là. Avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Non seulement l'histoire du Gabon, et de la musique aussi, il m'a enseigné beaucoup de choses. Et c'est pour moi vraiment un grand honneur de travailler avec cet homme. Et du coup, ils se sont dit que j'ai évolué. Parce que ne peut jouer auprès du vieux que quelqu'un qui a vraiment quelque chose. Ouais. Ça me fait beaucoup plaisir. L'homme au 9M se distingue de la majorité de ses contemporains par sa verve. Qu'il chante en français ou en langue ipounou du Gabon, ses messages vous interpellent ou vous agacent. Cela lui a valu parfois quelques séjours en cellule d'isolation. Magdios est avant tout militaire de carrière et chanteur, auteur-compositeur, musicien gabonais. Comme le dirait l'autre artiste qui nous a quittés, un artiste camerounais, normalement on devrait m'appeler M9, c'est-à-dire Makai Mamboum, né à Mimongo, fils de Mbumba Moussavu, né à Mambi, et de Milingi Mwanda, né à Mouniou. Ça fait 9M. Donc, ma carrière musicale, normalement, commence ici, à cet endroit précis. Vous voyez ce grand immeuble? C'est ici où il y avait le cinéma, le club. Je suis venu voir un film avec des amis qui malheureusement n'existent plus, ils m'ont dévancé. Après avoir vu ce film, donc un film mythique, qui se titre d'ailleurs jusqu'aujourd'hui Manga la fille des Indes, je veux partir d'ici pour le quartier Nombakele. Donc le jeune Makai Mamboum qui vient voir le film ne pouvait pas s'imaginer à cet instant bien précis que sa vie en fait commençait à basculer vers la chanson. C'est à travers les mélodies dans cette chanson hindoue ou tout simplement un déclic qui ne s'explique pas encore pour nous? Je n'avais même pas encore en idée que je serais artiste un jour. Donc vous êtes tout simplement venu voir un film et de là, vous avez eu envie d'aller à Nombakele où vous êtes passé tout à fait par hasard là-bas. Je suis passé par hasard. Il faut vous dire que dans mes valises, quand je suis venu au collège classique et moderne de Libreville en 1959, j'avais un pipeau que m'avait offert mon oncle qui est décédé en 1958, qui s'appelait Mundunga Adrien. Ce pipeau sur lequel je commençais à flirter, je dis bien flirter avec la musique, mais pas du tout l'idée d'être musicien un jour. Hein. Non, cette idée je ne l'avais pas. D'abord mon père me l'avait déconseillé, il a dit tu pars, il voulait faire de moi soit un médecin ou je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Voilà. D'accord, donc c'est un peu depuis cet immeuble qui est devenu le ministère de l'économie, des finances et des participations. Donc c'est d'ici que commence l'histoire de Makai Mamboum. Je pars d'ici pour le quartier Nombakele, au bar La Canne à Sucre de Madame Lapébi. Que nous allons maintenant aller visiter. Ok. Oumali bono mwanungwa ubibi, mumbama laba mutususu. Umali bono mwanungwa ubibi, umbama laba mutususu. Ayao nyambie ulabi Marie-Josée. Nous sommes au quartier Nombakele, que vous voyez là derrière moi, jusqu'ici. Donc nous avons sur ma droite, nous avons ce qui s'appelait avant le bar La Canne à Sucre. Et c'est ici que se produisait l'orchestre Afro Succès. Avec comme mentor, il y avait l'inamovible, donc je dirais Hilarion Nguema, il y avait Jean-Bibi Bancelé, il y avait Bernard Bebeyo et j'en passe. Puis il y avait des femmes qui venaient, qui les suaient le visage, tout le monde l'adulait, il était vraiment adulé. Je me suis dit, mais pourquoi lui, mais pourquoi pas moi? Nous avons tous le même dialecte, mais je peux faire même peut-être mieux.
Donc il faut vraiment que je fasse comme ce monsieur. Et je suis parti d'ici donc avec cette idée en tête. Elle a mûri en moi toute la nuit. Le matin, je me suis levé, c'était dimanche. Je ne suis pas allé à la messe. Je suis par contre parti quelque part où nous allons découvrir. Nous poursuivons notre recherche au trésor. Ibal paus calab misère, ou ce beau moutou, souffrance ni malab odibambe, nyambi la témoami, betidian di bambati, magjosombe afukala. Ceux qui ont souhaité ma mort, tremblez, je me porte mieux qu'hier. Aberondi ngafu, balewe ombumbu bana, akebave laissez passer duyukumba, tsandovem. Tazamila nyambi amie, pawanu fundu nandi, ukalobe nabambembi, mununda wami, mudibema. Et ici commence enfin la passion de Mac Joss. Nous nous trouvons à Montagne Sainte. Évidemment, nous nous trouvons ici au quartier La Montagne Sainte. Et c'est ici que va commencer véritablement ma carrière musicale, parce que quand je vais arriver ici aux environs de 11 h, retrouver l'orchestre Mélo Gabon du feu Dr Popol, Paul Écomier de son vrai nom. Je vais d'abord trouver un monsieur qui s'appelait Edzo Etienne. C'était le bassiste de l'orchestre. C'est lui qui va m'emmener voir le docteur Popol, qui va arriver quelques heures après, aux environs de 13 h. Et avec le docteur Popol, je vais avoir un entretien. Il va me demander tout simplement d'écarter l'idée d'être musicien, parce que j'étais encore très jeune. Et comme j'étais encore au lycée Léon Bas, il m'a dit non, il va falloir que tu continues d'abord tes études, parce que pour être un bon musicien, il faut quand même avoir un petit bagage intellectuel qui puisse te permettre de t'exprimer. Donc le chef, il était quoi? C'était le chef d'orchestre qui vous a dit tout ça ou? Oui, c'était le patron de l'orchestre même. Donc, monsieur Paul Écomier, de son vrai nom, et son petit nom c'était Dr Popol. Il va me demander de repartir vers mes chères études, parce que j'étais encore très jeune. Il m'a dit vraiment, pour que tu sois un bon musicien, il faut que tu poursuives d'abord tes études. Parce que moi, pour que tu t'exprimes bien devant tes compatriotes, devant toutes les personnes qui viendront vers toi, il faut que tu aies quand même un petit bagage intellectuel assez solide. Je me suis mis à genoux. Je lui ai dit, monsieur Paul, monsieur le docteur, je voudrais vraiment être musicien. Mais comme l'orchestre était complet, il a appelé son maracassiste. Il a dit, bon voilà, je te présente le maracassiste de l'orchestre qui s'appelait Mukoto. Il a dit à Mukoto, si tu peux le prendre avec toi. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'orchestre Mélo Gabon en tant que aide maracassiste. J'espère que l'histoire va nous emmener vers tout ce qui est extraordinaire dans ce métier-là. C'est-à-dire que le chanteur principal tombe malade et puis brusquement il n'y en a plus un. Et on dit, est-ce que tu peux? Et d'ici, donc, je suis reparti vers mes chères études. J'allais au lycée, au collège, au lycée plutôt. Mais je revenais les après-midi aux répétitions. Et c'est comme ça que nous étions au mois de septembre, octobre. J'ai continué à venir. Les samedis, je me sauvais du lycée pour venir ici pendant les balles. Octobre, novembre. Quand arrive le mois de décembre, je vais revenir ici aux répétitions. Je vais constater que l'orchestre n'est plus là. Il n'y a plus d'instruments, il n'y a plus rien du tout. Je demande au gardien. Le gardien me dit, ben, l'orchestre a voyagé, ils sont allés sur Lambaréné. Alors j'ai piqué une petite crise.
Je suis rentré au lycée, j'ai fait mes valises, j'ai mis mes quelques habits que j'avais, mais les cahiers et tout ça, je les ai abandonnés là. Et je suis venu à la gare, l'ancienne gare routière, qui est là à Montbouet. Et j'ai pris le car, je crois que c'était Bon Voyage. Bon Voyage, je me suis embarqué dans Bon Voyage pour Lambaréné. Et de là, c'était parti. Je suis arrivé à Lambaréné. J'ai revu mes compatriotes. Ils se sont étonnés de me voir à Lambaréné parce que pour moi, je devais être en classe. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu viens foutre ici? J'ai dit, ben, je suis membre de l'orchestre, il faut que je sois avec vous. Ils ont dit, non, c'est pas bien ce que tu fais, les études d'abord, mais pour moi, ça en était fini. Les études, ça en était fini. Et j'avais dans ma tête la capacité d'être un musicien et un bon musicien parce que j'aimais vraiment la musique. Et tout cela toujours en train d'aider à jouer au maracas. À quel moment va naître le chanteur? Ben, le chanteur va naître quelques temps après parce que je vais devoir apprendre à jouer de la guitare tout seul. J'ai pas eu de maître. Je vais apprendre à jouer la guitare tout seul. Je veux commencer à composer mes chansons tout seul, à être auteur, avant d'être compositeur. Et puis va arriver l'invraisemblable. Le docteur Popol, donc M. Paul Écomier, va être appelé à servir dans une ambassade en Guinée équatoriale, je crois. Et le chanteur principal, qui était Ndao Serafino, l'ancien maire de Port-Gentil, c'était lui le chanteur leader de l'orchestre Mélo Gabon à l'époque, va être appelé à poursuivre ses études de droit en France. Donc il va partir. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que pendant les répétitions, pendant que je jouais les maracas, je chantais dans mon cœur, je chantais. Et arrivé chez moi au quartier, à la maison, je chantais à tue-tête. Je répétais les mêmes chansons que l'orchestre avait répétées en salle. C'est ce qui a fait que quand Ndao va partir, on va demander qui peut prendre la place de Ndao. J'ai levé mon petit doigt, les gens les musiciens ont crié au scandale, ils ont dit, mais toi tu ne connais rien, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, mais je peux chanter comme Monsieur Ndao. Et j'ai commencé à chanter les Mami Wata, pas mal de chansons que chantait donc Ndao Serafino. Malgré cela, quand les gens partaient on partait des répétitions, je revenais au bar, je dirais même cela, voler la guitare du docteur Popol pour l'emmener chez moi à la maison, aller gratter dessus. Et le lendemain matin que je revenais avec la guitare, la déposer au bon endroit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gratter. Et comme le principal guitariste Popol était parti, donc l'accompagnateur a pris la place du soliste. Alors il nous manquait un accompagnateur. Je me suis fait volontaire pour être accompagnateur. Je me suis fait volontaire d'être accompagnateur et j'ai été accompagnateur. Et quelques temps après, il y a eu la dissolution de l'orchestre Afro Succès. Donc nous avons eu le grand bonheur de recevoir avec nous un des grands chanteurs de l'orchestre Afro Succès, donc Pierre Ariz, qui est arrivé, et lui aussi jouait de la guitare. Donc comme il jouait de la guitare, moi j'ai tout fait pour apprendre à jouer la guitare basse. La rumba tuée par le boucher, celui-ci exécuté par l'Alliance Rythme est la meilleure des danses de l'année. 66 en Afrique. Nous voici dans l'antre des médecins de l'esprit. Son laboratoire, c'est la nature, la forêt et de l'eau. Suivons donc le parcours d'un tradit praticien, Combé,
qui nous livre, sans langue de bois, son expérience. Kombe, traduit praticien de renom, scanner pour ses patients, est né à Ndende en décembre 1974. Il soigne et initie selon les rites ancestraux Nimbara, Bwiti et Mouiri. Altruiste et aimable, nous avons franchi les murs de son laboratoire. Afrique se trouve aujourd'hui au cœur même de l'Afrique, au cœur même de sa grande tradition. Et là, justement, en face de nous, ce soir, un praticien. On l'appelle scanner. Il nous dira pourquoi. Qu'est-ce qu'il a bien pu scanner? Pourquoi allier le scan qu'on connaît, on va dire occidental, et le scan donc traditionnel? Bonsoir. Bonsoir madame, je vous remercie beaucoup de faire découvrir la culture gabonaise sur le plan international. Et comme ça a été toujours dit, il est très rare de rentrer dans les profondeurs au cœur de la culture nationale, traditionnelle, africaine, et de la dévoiler devant les gens. Bon, en premier temps, si on m'appelle plus scanner, ça c'est un slogan que certains patients m'ont attribué par rapport à un domaine de voyance. Mais je ne m'appelle pas scanner. Mon nom traditionnel, c'est Kombe. C'est Kombe, mon véritable nom. Mais tellement que les gens ont eu à apprécier le nom scanner, et on m'appelle toujours scanner, et je ne peux pas l'accepter parce que ce sont des patients qui m'ont attribué ça. Et d'autres m'appellent même IRM. Je n'ai pas fait les études des blancs médicinales et tout. Bon. Je ne fais que la tradition. Lorsqu'on vous rencontre, la première chose qui nous arrive en face, c'est la grosse surprise. Parce que quand on parle de tradition, on voit tout de suite, en tout cas en Afrique, un vieil homme, hein, qui est là, qui vous attend dans un petit coin. On s'étonne. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous, si jeune, vous avez ce don aussi développé? Bon, je vais bien l'expliquer. Premièrement, le vampire se transmet depuis le ventre de sa maman. Et quand on est encore jeune, les transmissions se passent depuis bébé d'un être humain. Et chez nous en Afrique, le pouvoir se transmet depuis l'enfance. Le pouvoir qui se transmet après l'enfance, après l'âge de 15 ans, devient maintenant un mauvais vampire. La connaissance s'acquiert depuis l'enfance et ça pousse avec soi. Et ça se développe au fur et à mesure avec la maturité de la personne. Et de la connaissance et des conseils des sages. J'ai 38 ans. Peut-être que les appareils sont trompeuses, mais j'ai 38 ans. Mais je ne le fais pas ça de moi-même. C'est quelque chose que non seulement les aïeux, mais l'ont inculqué
mais la famille en a imposé. Non seulement mon propre père qui m'a mis au monde, et ma propre grand-mère et mon grand-père. Comment vous êtes aperçu que vous étiez un être exceptionnel, que vous ne pouviez pas avoir une enfance comme tout le monde? C'est en voyant les événements que moi, certains événements que j'ai vécu extraordinairement. Non seulement à ma naissance, ma mère était folle, elle avait commandé la magie pour avoir le bac, mais elle n'a pas été une folle, m'a couché au carrefour 9 d'Indindé, elle m'a écrasé. Que Dieu porte bénédiction à Monsieur Decouré, qui était Decouré qui l'avait saisi, puisqu'elle m'a emballé dans un carton me tué. Juste assez quand même mené dans la grotte de Moussambo, où les miracles ont été faits. Ensuite, on m'a jeté, j'ai fait plus de 2 mois sous l'eau. Aujourd'hui, je suis vivant, gloire à Dieu. Et ce pouvoir, je ne sais pas si ça vient des humains, ou c'est dans le monde de la grotte, ou là où on m'avait amené, ou dans le monde des eaux. Mais ce que je sais, c'est que je vis Dieu. Et je le vis en moi. Je n'appartiens à aucune domination. Alors, vous parlez de domination, vous parlez de Dieu, donc Dieu le Père, le Dieu unique. On a pourtant tendance à croire que tout ce qui n'est pas religieux, et quand je parle de religion, elle peut être catholique, elle peut être musulmane, islamique, ou autre chose. Dès qu'on parle de tradition, on parle de pratique animiste. Où vous situez-vous? Ok, quand on parle de Dieu, de religion, pratique animiste. Qu'est-ce qu'on appelle pratique animiste? D'abord, premièrement, les pratiques animistes n'existent pas. Dieu lui-même, il a créé son propre église, son propre temple. C'est le cœur de l'homme. L'animisme se trouve dans le cœur de l'homme ou à l'extérieur de l'homme. C'est d'abord ça qu'il faut d'abord développer. Quand on parle de rites et lois et coutumes, c'est la connaissance des vécus, des ancêtres, la transmission de bouche à oreille qui fait en sorte l'évolution de la nature et de l'homme. Pourquoi les Occidentaux font des messes de requiem pour leurs ancêtres? Si nous, en Afrique, on nous appelle les animistes, qui animistes? C'est eux ou bien c'est nous? C'est ça, moi j'appelle ça ce qu'on appelle les jeux de mots. Aucune église n'existe, une domination n'existe. Que ce soit les protestants, que ce soit les musulmans, que ce soit les francs-maçons, Dieu n'habite pas là-bas. Dieu habite dans le cœur de chacun. La vérité se trouve au plus profond du cœur de soi-même. Quelle est votre mission? La vérité doit jaillir, la lumière doit jaillir. Ce qui est caché dans les ténèbres, ce sera à la lumière. Vous pensez avoir réussi ou de temps à autre, il vous arrive d'être déçu dans l'exercice de cette mission, de cette fonction? Tout homme a des faillances. Tout homme a des faillances. Il arrive que tu peux avoir un patient qui ne suit pas ce que toi tu lui dis, qui s'égare dans sa propre conscience et dans son propre esprit. Mais quand quelqu'un ne s'égare pas, il suit ce qu'on lui dit. Je n'échoue pas. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le faible. Mais je suis ce que je suis. Les choses spirituelles, tout ce qui vient de l'esprit, effraie le citoyen lambda, l'être humain normal. Comment vous, sous le poids de votre jeune âge, vous arrivez à gérer tout cela? Vous n'avez pas peur de temps à autre? Gérer.
le poids de l'esprit. Si Dieu m'a fait à son image par mon esprit, pourquoi avoir au-dessus de Lucifer, des anges et de tous les démons de l'abîme? Pourquoi avoir peur de mes esclaves? De mon esprit, je suis le roi des anges, des démons et des démons de l'abîme. Vous savez, même quand une personne a un vampire, c'est une implantation d'un animal qu'on lui met dans le ventre. Mais toi qui es saint, tu crois en Dieu, tu es au-dessus de lui et lui, il est ton esclave. Je vais avoir peur de mes esclaves. Pourquoi? Je répète, tout ce qui vient de l'esprit effraie l'homme. Mais vous qui êtes avec les esprits, en dehors du fait que vous les commandez, vous pensez que au quotidien, c'est chose facile? Il y a un gars qui dit qu'ils ont l'habitude d'être une seconde nature. Ces choses-là se passent chez moi, c'est comme si je buvais de l'eau. C'est comme si je respirais. Plus que j'ai pris conscience, j'ai un état de conscience que je suis fait à l'image de Dieu. Et Dieu a créé tout phénomène qui existe dans la terre sous ma domination. En un mot, c'est comme si c'était à la plante de mes pieds. Donc moi, ça ne me ferait pas et ça me fait absolument pas peur, même pas un peu. Parce que je ne vois personne devant moi, je ne vois que Dieu lui-même. Tout le reste de la création, Dieu m'a mis à son image au-dessus de toute sa création. Est-ce à dire que vous communiez avec Dieu? Communier avec Dieu. Comment vivre? Si une personne ne vit pas, c'est qu'il n'est pas avec Dieu. C'est quand tu meurs que tu n'es pas avec Dieu. Moi étant vivant, c'est que je marche, je parle avec Dieu tous les jours. Il avait été dit ceci. La foi est le seul chemin qui amène à Dieu. Et c'est là où se trouve le cœur de la vision et de la connaissance et de la sagesse. Si j'ai la foi en Dieu, je communique directement avec lui. Si j'aime mon corps, si j'aime Dieu, c'est que j'aime mon prochain. Combé, quand je regarde autour de moi, je vois que vous êtes maquillé à mes yeux, où cela a un sens, une explication pour vous. Ça a un sens. C'est pas un folklore. Le premier sens, c'est que j'exprime ma valeur traditionnelle et de mon pays et de mes ancêtres. Et de la manière dont je suis maquillé, cela ne regarde que les explications, ne regarde que aux gens qui sont initiés dans l'Ibora, que je peux exprimer. Je fais valoir ma culture. Et je suis fier de l'être et de la pratiquer. Donc, Combé, merci d'avoir pris ce temps pour nous expliquer un peu la tradition gabonaise. Je sais que le temps qui nous est imparti a juste survolé les profondeurs de cette tradition. Mais encore une fois, merci de nous avoir laissé vous interrompre dans vos consultations. Ok, j'avoue également que je vous dis aussi merci. Et je souhaite aussi longue vie à Africa Ami et à tout son équipage. Et je tiens aussi à dire d'être attaché à Dieu.
Dieu se trouve dans le corps de tout un chacun et non dans les quatre murs. Que ce soit dans une église, dans une synagogue ou dans une mosquée ou dans une loge, il se trouve dans le cœur. Comme le dit l'adage, toutes les bonnes choses ont une fin. Et cette émission est donc terminée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous sur la même chaîne à la même heure. Vos avis nous intéressent. Contactez-nous à www.africami.net ou contact@africami.net. À très bientôt. Yeah.